Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment prendre en compte l'ESG, les critères ESG dans l'investissement dans le non-coté et notamment en private equity. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela dans un instant Noëlla de Birmingham, directrice RSE chez Andera Partners, mais aussi présidente de la commission Sustainability chez France Invest. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos investissements obligataires et monétaires. Quelle stratégie aborder dans le cadre de l'investissement obligataire alors que le contexte de taux montre notamment des banques centrales qui baissent leurs taux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Nous en parlerons avec Violaine de Serran, responsable pays pour la France chez BNY Investment, mais aussi avec Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond de Rothschild. Et puis enfin, dans l'œil de l'expert, la dernière partie de l'émission, nous ferons un point sur la nécessité de diversifier dans sa stratégie SCPI avec Nicolas Kert, cofondateur de Remake AM. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment prendre en compte les critères ESG dans un investissement en non-coté ou plus particulièrement en private equity? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable et nous avons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Noëlla de Birmingham. Bonjour Noëlla de Birmingham. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice RSE chez Andera Partners, mais aussi présidente de la commission Sustainability chez France Invest. Et alors si on a souhaité réaliser cette émission, c'est parce qu'on parle de plus en plus pour les investisseurs particuliers d'investissement dans le non-coté ou en private equity, à savoir donc en actions dans des entreprises. D'ailleurs, les derniers chiffres de France Invest montrent qu'on investit beaucoup dans les entreprises françaises, notamment via du private equity. La question que peuvent se poser un certain nombre d'investisseurs, c'est comment faire de l'ESG, comment mettre en place une stratégie ESG lorsque l'on veut investir son patrimoine dans des entreprises non cotées. Comment est-ce que ces critères ESG sont pris en compte, Noëlla de Birmingham? Alors, les critères ESG sont très largement pris en compte par les acteurs du non-coté en private equity. Et il y a eu un bond assez significatif ces dernières années. Alors, il y a quelques chiffres de France Invest qui le montrent. On estime qu'il y a une société de gestion sur deux qui ont une équipe dédiée sur le sujet. D'accord. On estime aussi qu'il y a 95% des fonds qui ont des politiques ESG qui sont structurées et formalisées. Donc je pense que ça montre bien qu'il y a un élan important. Alors même que ça veut dire quoi? Il y a une pression des investisseurs de la même manière que sur le côté, puisqu'il y a moins cette obligation, par exemple, de publier des rapports de manière régulière comme on peut l'avoir sur l'investissement coté, mais il y a ce tournant qui a été pris aussi par le non-coté. Tout à fait. Je pense qu'on a terminé un peu l'ère de c'est une contrainte ou un supplément. Il y a une vraie prise de conscience que c'est un axe de création de valeur. Et c'est ça qui fait un peu la particularité et le côté unique de l'investissement non coté. C'est qu'on a une implication très directe dans la stratégie, dans la gouvernance des entreprises qu'on accompagne. Ce qui nous permet en fait d'être des vrais catalyseurs de transformation ESG de ces entreprises et donc du coup de création de valeur. Et donc c'est vraiment ça qui pousse aujourd'hui les fonds à intégrer ces critères de manière importante. Ce que vous dites, c'est que les fonds qui intègrent ces critères le font pas juste dans un objectif de sélection, mais derrière ensuite accompagne dans la prise en compte de critères ESG au sein d'une stratégie d'entreprise, par exemple? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que comme aujourd'hui, en tant qu'investisseur non coté, on a un accès extrêmement direct à l'entreprise. On travaille quotidiennement avec le management de ces entreprises pour intégrer la dimension ESG dans leur stratégie de croissance. C'est-à-dire qu'on va mettre la même énergie dans leur croissance économique et dans leur croissance aussi et l'intégration de critères extra-financiers dans cette croissance-là. Et donc ça, c'est assez concret. C'est-à-dire qu'on a des équipes très souvent qui sont dédiés à ces sujets et qui vont accompagner à la mise en place d'empreintes carbone, de trajectoires de réduction de ces empreintes, d'une meilleure qualité de vie au travail. Et tous ces éléments-là vont permettre à l'entreprise d'être plus saine et plus résiliente aussi pour faire face aux différentes crises.
Intégrer des critères ESG, ça veut dire une meilleure performance à la fin pour l'entreprise ? Tout à fait. Alors, il y a un certain nombre d'études qui commencent à le démontrer. On a publié un livre blanc chez France Invest qui donne un certain nombre d'éléments dessus. Ce qui est assez certain aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui va intégrer ces critères ESG de manière robuste va pouvoir avoir plus de résilience face aux différentes crises, qu'elles soient économiques, environnementales ou sociales. D'accord. Peut-être parce qu'elle aura anticipé effectivement la possibilité que ça arrive. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de protection de valeur. C'est-à-dire qu'elle va anticiper potentiellement des critères qui vont venir perturber son business model. Et aussi un sujet de création de valeur, notamment lié au fait qu'elle va peut-être attirer davantage des talents. Et aussi, on commence à le voir, avoir potentiellement une valorisation accrue à la sortie. Plusieurs questions, notamment vis-à-vis des investisseurs particuliers. Ceux qui suivent globalement les évolutions réglementaires en matière de ESG ont pu suivre que CSRD, cette directive CSRD entre en application. Les entreprises sont obligées, ou en tout cas les entreprises d'une certaine taille sont obligées de faire remonter un certain nombre de données vis-à-vis des fonds d'investissement, notamment qui ensuite peuvent mettre en place des stratégies ESG. Est-ce que ça va faciliter la vie des fonds de private equity ? Est-ce que ça leur complique la vie, la réglementation ? Comment est-ce qu'on intègre ça ? Est-ce que l'écosystème est prêt? Alors, absolument. On est prêt à y faire face. Alors, notamment parce qu'il y a des fonds de private equity qui sont eux-mêmes concernés par la CSRD. Donc, c'est d'accord, oui, bien sûr. qu'on intègre, exactement. Après, en fait, la CSRD va apporter un référentiel assez unique, uniforme, va permettre aussi d'avoir des données plus fiables, plus robustes, va permettre aussi à des entreprises qui étaient hors des seuils de finalement demain devoir publier ces reportings. Donc, pour nous, en fait, c'est l'opportunité d'avoir accès à une information très importante avant d'investir et de pouvoir faire des analyses qui seront beaucoup plus poussées, et aussi d'avoir un suivi plus précis pendant la durée des tensions. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en tant que fonds de private equity, on demandait déjà des reportings à ces entreprises. Donc, elles sont déjà un petit peu habituées à remonter des peut-être pas les mêmes, parce que maintenant c'est réglementé, et effectivement c'est les mêmes pour tout le monde. Alors, c'est réglementé et c'est beaucoup plus robuste. Et ça, c'est un défi et c'est un enjeu important. Les membres de France Invest accompagnent à peu près 25% des entreprises qui vont être concernées demain par la CSRD. Donc, c'est assez significatif. Et en fait, ce qu'on peut voir, ce sont des PME, des ETI, qui sont souvent pas très armées sur ces sujets. Elles n'ont personne dédié à ce sujet. Elles n'ont pas forcément les moyens aussi d'avancer sur ces sujets de manière significative. Donc, on a un rôle très fort aujourd'hui d'accompagnement de toutes ces entreprises pour pouvoir réussir à répondre à cette CSRD. Et ça, c'est un enjeu important, et ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on essaie de les accompagner pour la mettre en place de manière pragmatique. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est que la CSRD, on peut s'y perdre tellement qu'elle est complexe. Et je pense qu'avoir cette vision assez pragmatique du sujet permet de l'intégrer plus facilement. Ça veut dire qu'effectivement, il faut faire la différence entre les très grosses entreprises qui ont déjà pu intégrer l'impact que ça peut avoir en termes de coûts, et des entreprises de taille un peu plus intermédiaire qui sont quand même concernées, mais pour qui ça va nécessiter un investissement en temps ou potentiellement en ressources humaines pour faire remonter toutes ces informations. Tout à fait. En fait, la CSRD, elle pose beaucoup de questions assez profondes sur une entreprise. C'est comprendre son business model, c'est comprendre son interaction avec ses parties prenantes. Et donc ça, c'est des réflexions au-delà de finalement la compilation de KPI. Il y a aussi des choses assez significatives. Et donc ça demande du temps pour l'entreprise et une réflexion assez profonde. Et donc, quand elles sont accompagnées par un fonds de private equity, il y a cette aide qui est apportée et qui leur permet d'avancer là-dessus. Si je reviens côté particulier, investisseur particulier, comment est-ce qu'un investisseur particulier qui décide d'aller faire du private equity, comment un conseiller en gestion de patrimoine qui accompagne des clients sur le sujet peut suivre au quotidien les engagements ESG, compris les fonds vis-à-vis des entreprises qu'ils accompagnent? Alors, excellente question, parce que je pense que beaucoup se la posent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au sein des fonds de private equity, la transparence, elle est évidemment clé. Et en fait, on publie des rapports, que ce soit financiers et extra-financiers, qui sont assez robustes et qui sont accessibles en fait à tous les investisseurs, que ce soit des investisseurs institutionnels ou des investisseurs individuels, particuliers ou sociétés de gestion. Et donc, du coup, en fait, quelle que soit la typologie de l'investisseur, ils ont accès au même type de données. Et le travail qu'on fait, par contre, c'est de rendre ces données peut-être plus accessibles, plus pragmatiques, plus lisibles, opérationnelles, plus lisibles pour des investisseurs qui seraient non spécialisés. Donc ça, c'est un enjeu important qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc ça nécessite aussi que le secteur intègre que maintenant, il s'adresse au grand public quelque part. Tout à fait. Averti ou non averti. Exactement. Et donc ça demande parfois de transmettre l'information de manière un petit peu plus accessible, un peu différente. Merci beaucoup Noëlla de Birmingham de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice RSE chez Andera Partners, mais aussi présidente de la commission Sustainability chez France Invest. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Comment prendre en compte ces investissements monétaires? Comment prendre en compte ces investissements obligataires? Voici 2 questions qui vont nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir 2 experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Violaine de Serran. Bonjour Violaine de Serran. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable pays pour la France, le Belgique et le Luxembourg au sein de BNY Investment. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Alain Krief. Bonjour Alain Krief. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Alors on va commencer avec vous, Alain Krief. On a suivi les décisions des différentes banques centrales à travers le monde, mais notamment en Europe, aux États-Unis, en Chine également, de baisser leurs taux après une période effectivement de flambée presque de leurs taux. On a suivi l'impact qu'ont pu avoir sur les taux des élections politiques, même si généralement ça dure quelques jours ou quelques heures. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, avant d'aller sur une stratégie obligataire, c'est quel est le contexte de taux dans lequel on réalise des investissements à l'heure actuelle, en fin d'année 2024 ? Alors le contexte de taux, il est, comme vous dites, il va vite changer en fait. Aujourd'hui, on a entamé de la part des banques centrales une baisse des taux, un cycle de baisse des taux, que ce soit côté États-Unis, de côté de la Fed ou côté de la Banque centrale européenne. Et donc en fait, les taux vont baisser encore et encore, et pendant toute l'année 2025. Ce qu'on ne sait pas, véritablement, c'est le rythme de cette baisse. D'accord. C'est est-ce qu'ils vont baisser rapidement, lentement, faire des pauses. En tout cas, la baisse est vraiment marquée. Et vous avez dit peut-être une chose, c'est surtout parce que l'inflation est au plus bas et devrait rester basse. Donc, à partir de ce moment-là, la politique monétaire restrictive des banques centrales, en fait, n'est pas nécessaire. Et surtout, si elle continue, en fait, elle va mettre à mal les économies. Et donc, c'est vraiment pas l'idée des banquiers centraux. C'est plutôt de sortir bien de cette phase de forte inflation. Et donc, ce qu'on appelle en anglais un soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur, et laisser l'économie recroître derrière. Donc cette idée de baisse de taux des banques centrales est actée malgré une élection de Donald Trump qui pourrait laisser entendre que l'inflation pourrait, si le programme était appliqué, repartir un petit peu aux États-Unis. Non, ça c'est pas un scénario central chez vous qui laisserait entendre que potentiellement il y aurait un peu moins de baisse de taux que prévu? Alors, en fait, c'est les taux courts qui devraient baisser assez rapidement. Bien sûr. Les taux longs, compte tenu de l'inflation éventuelle par rapport à un programme fiscal qui pourrait être assez important et donc des dettes souveraines assez importantes. Bien donc sûr. Un déficit un peu plus fort, notamment aux États-Unis, mais de façon générale, on n'attend pas des baisses de déficit. C'est un sujet en Europe aussi. Oui, complètement. Oui. Donc, à part en Allemagne, mais bon, c'est un autre problème. Mais en fait, en effet, on n'attend pas véritablement de baisse des taux longs. C'est clair. D'accord. Donc, selon nous, si on se projetait, disons, à la fin 2025, on va vraisemblablement avoir une courbe de taux beaucoup plus pentue. C'est-à-dire des taux longs éventuellement plus hauts et des taux courts certainement plus bas. Violaine de Serran, dans ce contexte qu'on a posé brièvement pour essayer de comprendre effectivement une stratégie d'investissement, si je comprends bien, ça veut dire que le monétaire, on oublie avant de passer sur l'obligataire, mais le monétaire, c'est pas forcément une stratégie d'investissement qui va apporter de la performance à court terme? En fait, le monétaire, aujourd'hui, offre encore des rendements de 3 à 3,2%, mais c'est vrai que si on anticipe une baisse des taux de l'ordre de 1% de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année, on peut voir que le monétaire va rapporter moins. Et ce qui nous semble intéressant, c'est dès aujourd'hui, dans cette perspective de baisse des taux progressive, finalement d'accompagner cette baisse des taux en rentrant sur le marché obligataire. Et il a été démontré lors de nombreuses études qu'en fait, en phase de baisse des taux, les investissements obligataires sont non seulement porteurs, je dirais, pour leur rendement, mais on peut aussi éventuellement engranger des gains en capitaux avec une baisse des taux sur la partie 5 ans ou 10 ans. Donc, d'accord, en se positionnant dès aujourd'hui par exemple. Donc c'est vraiment ça notre idée et c'est vrai qu'il faut anticiper parce que si on attend que les taux courts aient vraiment baissé, il sera peut-être trop tard pour se positionner sur l'obligataire fin 2025. Beaucoup de choses auront été anticipées par les marchés. Donc, alors là, on est rentré dans la stratégie obligataire, mais si je comprends bien, globalement, vous êtes plus tourné vers l'obligataire que le monétaire à l'heure actuelle. Peut-être un mot quand même sur le monétaire avant de revenir sur l'obligataire avec vous, Alain Krief. Vous avez mentionné effectivement les déficits. On les connaît pas notamment, enfin, on peut pas prédire effectivement la dépense publique future, mais globalement, c'est un sujet aujourd'hui et les États annoncent, notamment aux États-Unis,
États-Unis ou en Europe, cette volonté d'emprunter plus. Est-ce que du coup ça va dans le sens malheureusement d'une idée que le monétaire rapportera moins et que c'est peut-être moins attractif pour des investisseurs ? Donc pas forcément, parce que les déficits vont agir beaucoup plus sur la dette longue, sur les maturités longues, donc pas forcément sur la dette courte. Ce qui agit vraiment sur les taux courts, c'est les actions des banquiers centraux pour lutter contre l'inflation. Et il faut vraiment regarder l'inflation sur... En résumé, je dirais les taux longs, c'est quand même une somme de croissance et inflation. Donc, alors que les taux courts, en fait, c'est une décision. C'est une décision des banquiers centraux pour, en fait, ce qu'on appelle le taux neutre, pour bien faire fonctionner l'économie sans pour autant faire augmenter l'inflation. C'est bien sûr leur objectif de 2%. Donc aujourd'hui, on est de 5, on peut 2,5, 1,7, 1,8, 2,2, enfin on est toujours autour de 2, mais on sent bien qu'on s'en approche. C'est pour ça que derrière l'inflation, on en parle un peu moins aujourd'hui, parce que on va dire que c'est presque... On est toujours vigilant, bien sûr. Mais on en parle un peu moins. Maintenant, on s'occupe de la croissance. Et pour avoir la croissance, en fait, vous avez différentes programmes et stratégies. Et à partir de là, pour ne pas mettre à mal cette croissance, en fait, voilà, donc vous avez des différentes stratégies des gouvernements. Et bien sûr, les banquiers centraux vont s'adapter. Jérôme Powell a dit que peu importe Donald Trump ou pas Donald Trump, il va continuer comme il l'a déjà commencé. Bien sûr, oui. Ceci dit, il attend quand même de voir le programme de Donald Trump et donc et de toute façon, le temps qu'il le mette en place, on a un peu le temps. Donc on devrait quand même avoir des baisses de taux de la part de la Banque fédérale américaine, de la part de la Banque centrale européenne, de façon assez régulière. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt sur les taux courts et ça touche directement le monétaire. Et sur l'obligataire, alors quand on fait de la stratégie obligataire, si on veut investir... Je vous repose une même question comme je vous l'ai posée sur le monétaire, Violaine de Serran. On entend de plus en plus de gens nous dire l'obligataire, en fait, ça rapportait quand les banques centrales montaient leurs taux. Maintenant, il faut retourner sur les actions. C'est pas ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas forcément convaincu de cette stratégie-là. Il reste des choses à faire sur l'obligataire. Oui, alors c'est vrai que quand on parle d'obligataire, il faut distinguer. Évidemment, on peut parler d'emprunt d'État. C'est pas ce qu'on préconise. Et comme l'a dit Alain, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de refinancement. Il y a un risque que les taux longs sur le 10 ans remontent un peu. Donc nous, on privilégie plutôt ce qu'on appelle le crédit, les obligations d'entreprise. Donc il y a deux approches. Soit vous avez un risque très modéré et vous vous dites je vais aller prêter à des entreprises de qualité investment grade et là on peut encore capter des rendements de 3,3, 3,5% qui sont vraiment l'approche défensive et là vous avez quand même un surcroît de rendement de l'ordre de 1% par rapport aux emprunts d'État. D'accord. Donc là c'est des entreprises sûres entre guillemets mais avec un rendement du coup un peu moins élevé que si on allait sur des entreprises plus risquées. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, pour nous, les deux se combinent. Donc, vous pouvez aller sur cette partie plus investment grade, donc crédit d'entreprise sûr, ou l'autre approche qui est un peu plus risquée et qui, pour moi, aujourd'hui, offre des rendements très attractifs, c'est aller sur les obligations dites à haut rendement. Le high yield, qui en fait aujourd'hui offre encore en euros des rendements de l'ordre de 5,3, 5,5%, qui nous semblent en absolu des rendements attractif à capter. Et il y a un autre point, c'est que la qualité de ce rendement à yield, finalement, c'est plutôt amélioré au fil des ans. Le poids des obligations les plus spéculatives, ce qu'on appelle le junk high yield en jargon anglo-saxon, le triple C, a fortement baissé dans les indices high yield. D'accord. Pour une raison qui est en fait que beaucoup de ces entreprises les plus risquées ont été refinancées avec des crédits sur mesure par les marchés privés. Alain Krief, en matière de stratégie obligataire, quelles sont vos convictions chez Edmond de Rothschild Asset Management ? Je vous repose la même question. Est-ce que c'est la fin de l'obligataire ou est-ce qu'il y a encore des belles histoires à raconter à fin 2024 en matière d'investissement ? Alors ça tombe bien, il y a vraiment de belles histoires à raconter, de belles opportunités. La raison est simple, ça fait 2 ans qu'on attend une récession qui n'est jamais venue. Bien sûr. Et à partir de là, aujourd'hui encore, le marché reste relativement méfiant. Il n'y a pas d'effet de levier important sur justement cette dette d'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il y a encore du chemin à faire. Et pour aller, j'allais dire, capter ce chemin, il y a différents produits obligataires qu'on propose, différentes stratégies. Parce qu'en effet, comme l'a dit Violaine, il y a différentes catégories de dettes plus ou moins risquées d'entreprises, moins risquées et moins risquées. Nous, on préfère quand même ne pas aller sur le trop risqué.
je m'entends. Donc en effet, de toute façon, non, pas les triple C ou des choses comme ça. Donc avec un risque de crédit très fort, donc par rapport à ces entreprises, on préfère rester sur la qualité. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, même cet atterrissage en douceur, ça reste un atterrissage et on a toujours un ralentissement pour l'instant de l'économie en attendant que les taux baissent. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on privilégie donc certaines stratégies comme des fonds datés qui vont chercher des rendements aujourd'hui et qui vont vous permettre d'extraire du rendement aujourd'hui pour au moins les 3 prochaines années. D'accord. Et là, on parle de, même si on veut aller dans le haut panier du high yield et un peu d'investment grade, on parle quand même de rendement de l'ordre de 5,40. Donc le fonds daté reste une stratégie ? Reste encore une stratégie. D'accord. Plus pour longtemps. D'accord. On va dire que l'année prochaine, si on a une vraie baisse des taux, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que c'est vraiment une belle opportunité aujourd'hui, un bon point d'entrée. Après, si on reste sur la qualité, on a ce qu'on appelle tout ce qui est subordonné de la partie investment grade. Je m'explique. Le côté financière subordonnée, donc vous prenez des banques, et ce qu'on appelle de la dette subordonnée émise par ces banques, on appelle dans notre jargon les COCO, et ça vous permet ça vous offre un rendement de l'ordre de plus de 6%, ça pour les champions nationaux. Je parle des BNP, des Unicredit ou des choses comme ça. Donc c'est du crédit à une banque. C'est du crédit à une banque qui, pour des besoins à cause du régulateur, pour des besoins de régulation, ont besoin d'émettre cette dette subordonnée. Et donc ça, c'est un véritable investissement qui nous apparaît très attractif encore aujourd'hui, qui vous rapporte plus de 6% au call. Ensuite, on a aussi, donc si vous vous éloignez des financières, vous avez ce qu'on appelle en fait, cette fois, les subordonnés aux entreprises. Donc on voit ici, il y a beaucoup de utilities, de télécom ou des choses comme ça. Et donc là, vous avez aussi une prime de risque crédit supplémentaire et qui vous permet d'atteindre, pareil, les 5,5-6%. Donc ce sont des entreprises investment grade de qualité qui vont émettre des dettes subordonnées tout simplement pour, maintenir leur notation et pouvoir emprunter pas cher sur le côté senior. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est quand même très très intéressant d'avoir ce type de rendement et en effet ça ne va pas durer. Violaine de Serran, je rebondis sur ce que vous dites, ça ne va pas durer, c'est-à-dire que là il y a vraiment un timing quelque part à aller chercher pour les investisseurs avant potentiellement que le contexte se dégrade pour la performance. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop cette approche de fonds à maturité, on a plutôt une approche gestion active. Et par exemple, dans l'univers du high yield, nous, on privilégie une approche globale qui nous permet de naviguer selon les marchés. Alors, un exemple, ce serait plus récemment, il fallait éviter, peut-être dans l'univers du high yield, les entreprises les plus cycliques européennes qui pourraient être impactées par les mesures de protectionnisme de Trump. Mais c'est vrai que dans l'univers du high yield, il n'est pas trop tard, il ne sera jamais trop tard parce que sur longue période, on voit que le high yield, en fait, ça fait des performances assez proches des actions sur très longue période. Donc, pour nous, il y a toujours des bons points d'entrée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais du 5,40 avec des durations très courtes, des maturités assez courtes, ça nous semble attractif. Donc, pour nous, oui, le timing est bon, mais il n'y a peut-être pas ce côté point d'entrée qui est peut-être plus marqué dans l'univers investment grade. Là, le point d'entrée est certainement plus marqué que dans l'univers du high yield, où là, je pense que ça reste toujours des bonnes thématiques sur le long terme. Donc tout dépend effectivement de son rapport au risque, effectivement, et à sa recherche de rendement. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir accompagnés. Violaine de Serran, responsable pays pour la France, Belgique et le Luxembourg chez BNY Investment. Et merci Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Kert. Bonjour Nicolas Kert. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Remake AM et nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les nouvelles vagues qui touchent les SCPI aujourd'hui, Nicolas Kert. Ben oui, une nouvelle vague, peut-être déjà un constat du marché, c'est que la SCPI c'est un marché de 88 milliards d'euros, hein. C'est beaucoup, c'est un gros marché, dont la moitié aujourd'hui souffre d'illiquidité et de baisse de valorisation. Alors on est plutôt arrivé au bout des baisses de valorisation, mais parfois ça peut aller jusqu'à moins 40%, donc c'est pas rien tout de même. Et donc ça interpelle parce que dans le même temps, on a plus de 70% de la collecte qui est réalisée depuis le début de l'année, donc en 2024, sur des SCPI constitués
après 2020. D'accord. C'est quand même assez troublant. Donc on a ces SCPI-là qui sont, on va qualifier de jeunes, qui ne pèsent que 3 milliards d'euros de capitalisation sur 88, donc c'est pas grand-chose, mais qui collectent 70% de la collecte. Donc il se passe un truc. Avec donc un découplage du marché, d'un côté des SCPI en problème de liquidité, et puis d'autres qui collectent. Le deuxième facteur intéressant, c'est que quand on regarde les SCPI qui collectent, vous avez des SCPI monothématiques, monogéographiques, qui sont assez fréquemment en fait à l'arrêt. D'accord. Donc ça interpelle. Et puis d'autres, des SCPI un peu plus anciennes, qui étaient diversifiées et qui ont passé le cap de cette problématique de liquidité et de performance. Donc ça veut dire qu'il faut diversifier. Eh oui, ça veut dire que la clé en fait de la réussite, peut-être sur le long terme d'une SCPI, c'est la diversification sectorielle et géographique. D'accord. Voilà. Okay. Donc l'impact qu'on voit est assez troublant, c'est que la plupart des SCPI aujourd'hui qui collectent sont des SCPI internationales et qui investissent sur toutes les actifs, immobilier de bureau, immobilier de logistique, immobilier commercial, etc. Ça veut dire que donc aujourd'hui on constate une appétence pour les jeunes SCPI, peut-être parce qu'on considère qu'elles ont les coudées plus franches pour investir et qu'elles ont moins de reliquats quelque part de passifs en portefeuille. Cette nécessité de diversifier, ça veut dire quand même qu'il faut atteindre une certaine taille critique en matière de collecte pour pouvoir aller et dans le bureau et dans le résidentiel et à l'international et être un petit peu présent un peu partout. Absolument. Alors effectivement, c'est bien beau d'être diversifié géographiquement, sectoriellement. C'est bien beau d'investir dans un marché bas puisque les opportunités d'investissement sont les meilleures quand le marché est bas. Bien sûr. Mais il faut massivement collecter, massivement investir pour tirer profit de ce marché-là, constituer le socle de performance d'une SCPI. Je vous rappelle qu'une SCPI, ça vit 99 ans. Donc pendant 99 ans, elle doit avoir raison dans sa stratégie. Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas être monothématique et avoir raison pendant 99 ans. Il y a un moment donné, ça s'arrête. Et donc, aller déceler les opportunités d'investissement là où elles sont maintenant. Effectivement, Remake Live, c'est à peu près 600 millions d'euros de capitalisation, 2 ans après son lancement, 2 ans et demi. Donc c'est une belle performance. Ça permet à notre SCPI de constituer un socle d'actifs achetés dans des conditions basses à travers l'Europe et donc d'avoir des taux de distribution relativement élevés par rapport aux SCPI concurrentes. Remake Live est donc une SCPI jeune, ou en tout cas rentre dans cette catégorie-là. Quelle vision vous avez, vous, Nicolas Kert, un peu à long terme pour le marché des SCPI ou de l'investissement immobilier? Alors la bonne nouvelle, c'est que le problème qu'on rencontre aujourd'hui sur les SCPI, c'est pas un problème lié aux SCPI, au modèle des SCPI, puisque certaines collectent et d'autres pas. Bien sûr. Les SCPI sont résilientes. Elles sont résilientes, elles existent depuis 50 ans, elles vont encore probablement exister depuis 50 ans. Mais vu qu'une SCPI est constituée pour 99 ans, il va falloir qu'elle cherche la diversification de son investissement pour à chaque fois basculer sur les marchés qui sont les plus opportuns. Et donc on va probablement multiplier les SCPI qui seront diversifiés géographiquement, peut-être même au-delà de l'Europe, ce qui pose des difficultés en fait opérationnelles. Ouais. Et puis le deuxième point, il nous semble que le label LTIF, donc est un label européen qui va permettre la distribution de produits d'épargne pour les particuliers, notamment investis en immobilier, d'être distribués à l'étranger. Donc vous imaginez une SCPI qui sera distribuée à l'étranger en Europe. Ça va venir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on aura aussi des produits étrangers qui pourront venir en France et peut-être concurrencer la SCPI. C'est-à-dire qu'il faut que les SCPI soient prêtes en fait à rentrer dans ce niveau de concurrence européen. Au niveau européen. Voilà, exactement. Eh ben, on pourra en reparler une prochaine fois, effectivement, pour voir comment se préparer potentiellement à l'arrivée d'une concurrence. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Kert, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Remake AM. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.